C'est l'événement sportif actuellement, Roland-Garros. On joue les qualifications plus que quelques jours, dimanche avant le coup d'envoi. Un homme veut révolutionner ce sport. J'ai nommé Patrick Mouratoglou, célèbre entraîneur. Il a lancé sa propre compétition. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous entraînez en ce moment le numéro 6 mondial, le Danois Holger Rune, qui fait partie, on en parlera tout à l'heure, peut-être pas des favoris, mais quand même, comme on dit, pour utiliser un anglicisme, des outsiders. Vous avez travaillé pendant 10 ans aux côtés de Serena Williams. Rappelons qu'elle a gagné 23 titres du Grand Chelem. Il lui en manque un. On verra tout à l'heure s'il y a moyen de le glaner ou pas. Pourquoi pas, pour égaler le record de 24 titres. Alors, vous avez créé un tournoi, on peut dire un tournoi parallèle, on verra si c'est le cas. Ça s'appelle Ultimate Tennis Shadow. On va en parler, mais d'abord, peut-être Patrick Mouratoglou, quel regard portez-vous sur le tennis aujourd'hui en 2023 ? Alors, le tennis est un sport exceptionnel. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est ma passion depuis que je suis enfant et je l'aime tel qu'il est. Simplement, moi, je suis d'une ancienne génération. Une génération où il y avait 3 chaînes de télé, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de plateforme de streaming et le monde a changé. Il a vraiment radicalement changé. Et donc, avec ce changement, les usages de consommation ont changé aussi. Et toute la génération des moins de 40 ans ne consomme pas du tout le même type de produit. Or, tous ces sports traditionnels comme le tennis n'ont pas évolué depuis plus d'un siècle. Un sport conservateur, vous diriez ? Ah oui, c'est un sport très... Ça fait partie des sports les plus conservateurs avec le golf. Pourquoi ? Mais c'est... Parce que c'est des sports historiques, c'est des sports très anciens, c'est des sports qui se sont construits avec, dans le concept de la tradition. C'est un concept qui est très fort et donc... les codes sont difficiles à bouger, quoi. Oui, ils sont très difficiles à bouger et je ne sais pas si c'est souhaitable parce qu'en fait, les fans de tennis sont très conservateurs et ils sont en général très réfractaires au moindre changement. Et je pense que l'âge moyen du fan de tennis étant de 61 ans, toutes les études l'ont montré, je pense qu'il vivrait très mal des changements, des modifications du format. Alors prenons un exemple concret, Patrick Mouratoglou, le temps de jeu. Vous dites qu'en fait, quand on regarde un match de tennis, ça passait avant, c'est plus difficile maintenant pour les nouvelles générations, hyper connectées. En fait, on ne joue pas beaucoup si on provoque... On joue très peu. Le temps de jeu réel est très faible. Et on a fait des calculs des moments où la balle est en jeu. Ça représente, on va en dire en moyenne, entre 10 et 15% du temps total. C'est-à-dire qu'en fait, 85% du temps, on regarde des gens qui marchent, qui font leur routine, etc. Ce qui n'est pas grave pour notre génération, on a l'habitude de ça. Encore une fois, on a aimé le tennis comme ça depuis toujours, mais la nouvelle génération, les temps morts, on sait que tout de suite ils s'échappent, ils prennent leur portable, ils font autre chose, et ce ne sont pas des formats qu'ils regardent. Donc si on veut que les jeunes deviennent des vrais fans de tennis, qui suivent le tennis toute l'année, qui s'y intéressent, qui ont envie de jouer, il faut peut-être leur proposer un produit qui correspond à ce qu'ils consomment. Alors justement, on en vient à ce tournoi du 21 au 23 juillet 2023. C'est en 3 étapes, on le verra. D'abord aux États-Unis, en Europe, puis en Asie. 21 au 23 juillet prochain à Los Angeles. D'abord, pas mal de stars. Oui, c'est aussi un des problèmes que peut rencontrer le tennis, c'est qu'en fait, les joueurs connus sont très peu nombreux. Quand on pose la question aux fans de tennis, ils connaissent moins de 10 joueurs. Et donc, nous, on a pris le parti, parce qu'on veut vraiment frapper fort et qu'on veut arriver à séduire cette jeune génération, de ne jouer qu'avec des stars, c'est-à-dire des joueurs qui sont des joueurs de premier plan, mais des joueurs très charismatiques aussi. Alors en exclusivité, dites-nous Gaël Monfils et ça, Nick Kyrgios notamment, pour ne citer que, qui d'autre ? Voilà, Taylor Fritz, qui est aussi top 10 et qui est américain et qui est de Los Angeles. On a un jeune qui s'appelle Ben Shelton, qui est extraordinaire à voir jouer aussi. Francis Tiafoe, un Américain aussi, c'est que des joueurs très spectaculaires. Il y a le joueur chinois aussi, Yibingwu. Absolument, c'est une ligue mondiale. Donc en fait, il y a aussi Diego Schwartzman qui va représenter l'Amérique du Sud. Comme on veut séduire des gens du monde entier et qu'on est une ligue mondiale et qu'on va se déplacer un petit peu partout dans le monde, on cherche à avoir un plateau international. Alors qu'est-ce qui va changer dans ce tennis-là ? On va pas jouer les règles vont-elles changer ? On Tout va changer. Pas le même temps ? Tout va changer. Le comptage des points va changer, le temps de jeu va changer, puisqu'en fait, on va jouer moins d'1 heure. Les matchs durent à peu près 45 minutes. Je dis à peu près, mais c'est quasiment sûr, puisqu'en fait, le temps va déterminer quand est-ce que c'est la fin du match. Un peu comme un match de foot. Au tennis, on ne sait pas quand ça commence, puisqu'en fait, ça dépend de la longueur des matchs précédents. Donc là, ça va et on ne sait pas quand on finit. Ouais. Là, on sait quand on commence, on sait quand on finit. C'est des formats courts, extrêmement ramassés, avec très peu de temps mort. Un comptage des points très simple. 1, 2, 3, 4, 5. On gagne un point, on a un. Pas d'avantage.
Bah non, pas davantage, parce qu'il n'y a pas de jeu. Ouais. Et puis, il y a un code de conduite qui est très léger pour que les joueurs puissent exprimer tout un éventail d'émotions, y compris de la frustration ou d'énervement s'ils en ont envie. Ils sont responsables de ce qu'ils font, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis il y a des cartes. On a imaginé des cartes que les joueurs peuvent utiliser à des moments pour avoir des points supplémentaires s'ils convertissent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils... Par exemple, il y a une carte qui va dire si je serre un ace, c'est-à-dire que l'adversaire ne touche pas la balle, j'ai un point supplémentaire. Ils peuvent utiliser les cartes à certains moments. Et pour finir, un seul service, puisqu'on veut éliminer au maximum les aces et les services gagnants, parce que c'est ennuyeux, il y en a de plus en plus dans ce sport. Et puis, c'est 1 seconde de jeu pour 20 secondes d'arrêt. Donc, comme on veut réduire les temps morts et allonger les temps de jeu, on a pris cette décision. C'est une révolution. C'est une révolution. Et un dernier point aussi important, le coaching, qui me tient particulièrement à cœur. J'allais y venir, ouais. On a décidé que le coaching allait être totalement autorisé, comme dans tous les autres sports d'ailleurs. Le tennis, encore une fois, est le dernier à légaliser le coaching. Chez les femmes, oui, mais pas chez les hommes. Ouais. Alors, chez les femmes, oui, c'était vrai. Pendant le Covid, ils sont revenus un peu sur la décision. Chez les hommes, c'est plus ou moins autorisé, mais ça ne l'est pas vraiment. Non, mais là, vous dites qu'on pourrait voir, pardonnez-moi le mot, mais on pourrait voir un entraîneur vociférer, comme on le voit par exemple au football, sur son joueur ou sur l'arbitre. Je ne le conseille pas à l'entraîneur, parce que c'est pas très efficace, mais en revanche, il sera sur le court et entre chaque point, il peut parler à son joueur. Ouais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un petit peu comme en Coupe Davis, mais où le coach peut intervenir à chaque point de côté, mais là, ça sera carrément entre chaque point. Ouais, et bon, on peut entendre la conversation. Absolument. Donc le public est plus connecté. C'est exactement ça l'esprit aussi. On veut raconter des histoires en fait. C'est pas juste l'histoire, c'est pas juste 2 joueurs qui tapent dans une balle. Ouais. C'est des personnalités, c'est partager son émotion avec le public, c'est partager son émotion avec son coach, c'est comprendre les stratégies des joueurs. On veut vraiment impliquer le spectateur à ce fabuleux Et la famille, sport. parce qu'on sait que c'est des joueurs très proches de leur famille. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Tsitsipas. Apparemment, ses parents, altercation, ça a été très compliqué. Il a dû lui-même intervenir. C'est un peu le risque. Mais vous assumez ? Ah bah, j'assume. Une famille que vous connaissez bien d'ailleurs. Bien sûr, je connais très très bien, mais bien sûr, ça fait partie de la vie sur le circuit. Les parents sont aujourd'hui très impliqués. Et puis un match de tennis, il y a de l'émotion. Moi, je trouve ça gênant qu'on dise aux joueurs, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est les regarde. Ils sont responsables d'eux-mêmes et finalement, si vous voulez, la frustration et l'énervement font partie de l'éventail de ce qu'on a le droit de ressentir et d'exprimer. Ouais. Pourquoi des surnoms? Tiens, il y a King Kyrgios, c'est ça. Il y a Hot Shot pour Tyler Fritz. Pourquoi leur avoir donné des ordres? Ça aurait pu être Niki à la cuillère, Spoon, il sert parfois à la cuillère. Ça aurait pu, mais c'est lui qui l'a choisi. Et je suis pas sûr qu'il aurait choisi celui-là. Non, peut-être pas non plus. Alors, on a pensé que c'était plus sympa. Plus sympa. L'idée, c'est un peu d'en faire des super-héros. On veut séduire les jeunes, donc on emploie aussi le langage des jeunes et les codes des jeunes. Alors, comment redynamiser ce sport et le rendre plus populaire? On a commencé à l'esquisser, ça passe aussi par des académies. Vous en avez lancé une, vous, dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Je vous propose, avant d'en parler, de prendre la direction du Cameroun, où là aussi, un ancien champion camerounais a lancé une académie. Il y a 25 sites à travers le pays. De quoi dénicher, si l'on peut dire, les pépites camerounaises du tennis. Le récit de Guillaume Villadier. Tous les matins, réveil à 5 heures. Delil Manansop n'a que 14 ans et déjà ses journées sont bien remplies. Entraînement le matin, cours en classe et à nouveau entraînement, parfois jusqu'à la tombée de la nuit. Mon idole, c'est Serena Williams. J'ai toujours rêvé d'être comme elle. Même quand elle dort, elle rêve de tennis. Tellement passionnée que Joseph Oyebog lui a offert une formation gratuite. Cela fait bientôt 25 ans que cet ancien champion national a créé sa propre académie, 25 centres répartis dans tout le Cameroun. J'ai reçu en cadeau l'amour du tennis. J'ai voulu partager ma passion avec d'autres enfants qui jouent au tennis. J'ai donc pensé à un lieu qui offrirait d'autres opportunités aux enfants en créant une atmosphère gratuite où ils pourraient jouer au tennis à un coût très faible, voire nul. Comme Delil, Joseph Oyebog a commencé sur un cours de tennis improvisé dans le jardin de ses parents avant d'être sponsorisé pour s'entraîner en France et aux États-Unis et de participer à la Coupe Davis. Un destin que la mère de Delil ose à peine imaginer pour sa fille. S'il fallait que je sois capable de payer tout ce qu'il faut pour qu'elle soit au niveau où elle est là, je ne pourrais jamais.
Parce que nous, on se bat pour survivre. Moi, j'étais là, bon, quand on criait, moi aussi, je criais. Bon, je ne comprends pas quand c'est le point, parce qu'on parle de 37, 6-0, tout ça, je ne comprends pas. Mais ça va le temps que ça m'imprégner. Delille et ses 22 camarades de promotion vont aussi à l'école. Tous ne seront pas joueurs, certains deviendront arbitres ou organisateurs de tournois. Delille, elle, a déjà remporté un championnat national et n'a qu'un seul objectif. Dans 4, 3, 5 ans, je me vois en train de remporter un grand chelem. Parmi les 12 000 jeunes passés par l'académie, plusieurs ont obtenu des bourses pour poursuivre leur formation à l'étranger. 20 d'entre eux figurent même dans le classement de la Fédération internationale de tennis. Une réaction, Patrick Mouratoglou? Je trouve ça très bien parce que c'est des pays où il y a un potentiel absolument énorme et les moyens financiers sont absolument indispensables pour faire carrière. S'il y a quelqu'un qui est capable de donner à ces jeunes les opportunités, je trouve ça fait Une académie Mouratoglou en Afrique, pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? On se développe partout dans le monde. On en a ouvert déjà 5 autres. Donc pourquoi pas, bien sûr. Mais qu'est-ce qui freine? C'est pas facile. On voit qu'il y a une vraie demande quand même sur des continents, des pays et des pays du Sud. C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. D'abord, il faut comprendre bien comment le pays est structuré. Donc, il faut s'appuyer sur des gens qui sont des locaux, qui connaissent très bien. Et puis, c'est extrêmement coûteux le tennis. La formation d'un joueur de tennis est extrêmement coûteuse parce que c'est un sport individuel et que personne ne prend ça en charge. Donc, c'est très compliqué de faire... Pourtant, vous, elle est ouverte à tout le monde, en fait, votre académie. Même aux novices? Elle est ouverte à tout le monde pour faire des stages de tennis. Ouais. Pour le tennis études, non, c'est sur sélection. Et puis, il y a un coût à payer. Donc, tout le monde n'est pas capable de le payer. Si je vous dis Hans Jabeur, puisque l'on parle d'Afrique, que vous inspire-t-elle? Je la connais très bien. Elle a passé d'ailleurs un petit temps chez nous quand elle était jeune. Je la connais extrêmement bien. Chez nous? À l'académie. À mon académie. La joueuse tunisienne est passée par l'académie. Oui, elle n'est pas restée très longtemps, mais elle est passée par chez nous. C'est une joueuse qui est incroyablement talentueuse, qui en plus a une superbe personnalité. Et pour tout le continent africain, d'avoir une joueuse de ce niveau-là. On a besoin comme ça de joueuses ou de joueurs pour impulser justement le... C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable parce que si on veut que les jeunes soient passionnés et envie et se mettent à ce sport-là, il faut qu'ils admirent des champions. Il n'y a pas de secret. On a entendu d'ailleurs cette jeune qui disait ma joueuse préférée, c'est Serena Williams. La question va peut-être vous surprendre. On sait ce que vous lui avez apporté. Mais vous, que vous a apporté? Alors, je ne sais pas si vous aimez bien le mot, parce qu'on dit parfois le clan Williams, mais que vous a apporté Serena, on pourrait dire Vénus, on pourrait dire aussi le père, aussi Williams, Richard Williams. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ça a été une expérience extraordinaire qui a duré 10 années, pendant lesquelles on a vécu d'abord une aventure humaine incroyable parce que elle est redevenue numéro 1 mondial. Elle est restée pendant 3 ans et demi. Elle était venue me voir pour gagner un dernier grand chelem. Elle en a gagné 10. Donc on a vécu vraiment quelque chose de vraiment unique. J'ai eu la chance de pouvoir travailler au quotidien avec une joueuse d'exception parce que certes, elle n'a peut-être pas 24 grands chelems. Ouais. Faut pas rappeler quand même que celle qui en a 24, c'était une époque où le tennis n'était même pas un sport professionnel. Donc c'est Margaret Court, l'Australienne. Exactement, donc c'est pas comparable. Ouais. C'est la plus grande championne de tous les temps. Mais donc il vous a apporté quoi? Le culte de... Vous lui avez donné aussi, mais le culte de la gagne, c'est ça que vous avez senti? Ce qui manque peut-être parfois au tennis français aujourd'hui? Alors, vous allez vite. Oui, évidemment, ils ont une culture de la victoire qui est absolument phénoménale, un respect du match. Un match de tennis, pour eux, c'est sacré. En fait, elle a tous les ingrédients qu'ont les champions. Tout ce qu'on peut imaginer comme traits de caractère qu'on attend d'un champion, elle les a tous. Donc ça m'a permis tous les jours de vivre avec quelqu'un qui représente le sport de haut niveau mieux que n'importe qui. Donc c'était enthousiasmant. 5 juin 1983, Yannick Noah gagne Roland-Garros, dernier grand chelem remporté par un Français. Le dernier, qu'a-t-il apporté au tennis français? Une renommée internationale déjà, parce que c'était extraordinaire. J'ai la chance de l'avoir vécu cet instant-là, donc il a inspiré des générations, et même pas qu'une, puisqu'il n'y en a pas eu après lui. D'hommes français, il y a eu des femmes, mais pas d'hommes français qui ont gagné Roland-Garros, donc il reste le dernier. Donc il a inspiré des générations, il a donné envie à des milliers, probablement même des millions d'enfants. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller chercher un sacre, un grand chelem au tennis français?
C'est une très bonne question. Je pense que globalement, c'est une question d'état d'esprit. Je pense vraiment. Pour avoir eu la chance et c'est toujours le cas, de travailler avec des joueurs d'exception, des grands champions, ils ont un état d'esprit qui est différent. Ils ont une culture qui est différente. Quand je dis une culture, j'entends une culture du sport qui est différente. Et je pense, pour avoir côtoyé beaucoup de joueurs français, je ne retrouve pas ça. Voilà, chez les joueurs français. Et je ne sais pas dans quelle mesure la culture française en général est favorable pour faire des grands champions dans des sports individuels, parce que en France, on n'aime pas trop les gens qui réussissent, on n'aime pas trop les gens ambitieux. Et si vous jouiez un rôle dans les instances du tennis français? Bon, déjà, il faudrait qu'on me le propose. On ne me le propose pas. Donc mais vous avez envie? Le problème est réglé. Vous diriez oui? Je ne sais pas si je dirais oui. On ne peut pas tout faire dans la vie. J'ai une académie de tennis. Mais ce serait oui. Si vous avez le temps. On verra. En tout cas, on en discutera. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parle du tennis français. J'aimerais parler avec vous. Vous l'avez dit, c'est un sport individuel très dur. J'aimerais vous parler de Lucas Pouille. La victoire qui me fait le plus plaisir depuis 4 ans, voilà ce qu'il a déclaré hier soir. D'ailleurs, on dit que c'est parfois aseptisé, mais hier, on a entendu la Marseillaise, on a entendu des Lucas. Lucas, il était très touché. Il a sombré. Il a été blessé. Il a connu la dépression. Vous le connaissez. Il a été 10e mondial. C'est bien cela. Il est dans les 600 aujourd'hui, je crois. Que vous inspire le cas de Lucas Pouille? C'est un sport dur, on ne s'imagine pas. Il y a l'argent, il y a les paillettes. Alors c'est un sport qui est extrêmement exigeant, qui est très dur. C'est un sport dans lequel je dis toujours, si on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas d'état stationnaire. Donc on est obligé de progresser en permanence et on doit s'inscrire dans cette démarche-là. Donc oui, c'est un sport très dur. Lorsqu'on se blesse, le doute peut s'installer, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'installer qui font que le retour est difficile. Et je pense que Lucas, à un moment, alors je le connais, mais je ne suis pas un intime, il a même pensé arrêter sa carrière, et je suis vraiment très heureux pour lui qu'il ait réussi à gagner ce match. Alors, c'est probablement pas le dernier d'ailleurs, mais déjà gagner ce match à Roland-Garros qui lui a fait un bien extraordinaire. Et à Roland-Garros, je suis le premier à dire, il y a une ambiance exceptionnelle. Sur les cours annexes, il y a souvent des matchs de Français qui sont incroyables. C'est chaud. Et le public est fabuleux. Vos deux favoris, homme-femme, vous n'avez pas le droit de dire bien entendu le joueur danois que vous entraînez. Les deux favoris, de toute façon, c'est pas contestable. C'est Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. C'est incontestable pour des raisons différentes. Novak, parce que aujourd'hui, c'est celui qui gagne le plus de grands chelems chaque année. Donc voilà, c'est incontestable. Et puis Carlos, parce que c'est le joueur qui est le plus en forme et le plus dangereux sur terre battue. Après, il y a des outsiders qui sont très proches. Medvedev, qui a fait une saison exceptionnelle et qui vient de gagner son premier titre sur terre battue la semaine dernière, en battant mon joueur d'ailleurs, ce qui n'était pas très correct. Mais il y a Holger Rune, il y a Stefanos Tsitsipas. Donc on a un Roland-Garros qui est passionnant. Les dames. Chez les femmes, il y a 3 joueuses qui dominent le tennis mondial aujourd'hui. Il y a Iga Swiatek, qui est probablement la favorite parce que c'est une vraie joueuse de terre battue, Zabalenka. Et Elena Rybakina. Ce sont les 3 joueuses aujourd'hui qui dominent le tennis mondial. Et Rybakina est peut-être celle des 3 qui a le moins un jeu de terre battue, donc on va dire les 2 premières. Eh bien, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc l'UTS, votre championnat, 21 au 23 juillet à Los Angeles, puis ensuite à l'automne, j'imagine, en Europe et ensuite en Asie. Merci beaucoup, Patrick Mouratoglou, d'être venu sur notre plateau pour ce moment en tennis. On espère que ce sport va évoluer dans votre sens. On aimerait voir, en tout cas, on va suivre attentivement.